Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Karim Kelfaoui, je suis médecin généraliste de formation, médecin régulateur au SAMU et je suis le co-animateur du livret santé de la France Insoumise, donc c'est la partie programmatique santé. Donc aujourd'hui on fait une conférence sur le thème des inégalités d'accès aux soins avec la question est-ce que c'est un phénomène naturel auquel on va essayer de répondre. Je pense que la réponse vous l'avez sans doute déjà. Donc c'est une problématique, une thématique qui est extrêmement large et qui recouvre des réalités très différentes. Donc on a fait dans le choix des intervenants que je vais vous présenter on a essayé d'avoir une approche qui soit un peu transversale pour bien toucher tous les aspects de cette problématique. Je vous présente nos intervenants. On va commencer avec Nathalie Coutinet, qui est économiste de la santé, membre des économistes atterrés et chargée d'enseignement et recherche à la faculté de la Sorbonne à Paris, c'est ça? Pardon. On a aussi Pascal Lejeune, donc, qui est secrétaire général de la Fédération nationale des infirmiers. On a le docteur Marie Pénicaud, qui est secrétaire générale de la Fédération nationale des centres de santé. Et on a Christian Reboul, qui est référent migration, droit et santé à Médecins du Monde. Voilà, donc sans plus tarder, puisqu'on va essayer d'avoir un moment d'échange avec vous, on va essayer de restreindre un petit peu nos temps de parole pour qu'on puisse discuter avec vous avant la fin de la conférence. Je vais passer la parole donc à Nathalie Coutinet qui va un peu nous parler des différentes problématiques en termes d'inégalité d'accès aux soins. Merci. Alors, tout ce que vous avez dit était juste, sauf mon université, qui est l'université Sorbonne Paris-Nord. Mais c'est pas grave. Donc moi, j'ai la mission de cadrer un petit peu le débat, en fait, en rappelant peut-être d'abord qu'il y a deux types d'inégalités de santé. Il y a les inégalités d'accès aux soins et les inégalités sociales de santé, qui sont deux choses différentes que je vais essayer de caler. Si on commence par les inégalités d'accès aux soins, ces inégalités, elles sont liées à deux phénomènes, à l'offre de soins. Quelle est l'offre de soins disponible sur un territoire? Et puis la deuxième question, c'est la question du prix et des remboursements des soins, qui là aussi sont susceptibles, bien sûr, de générer des inégalités d'accès aux soins. Alors si on prend l'offre de soins, on sait très bien aujourd'hui en France qu'on a d'abord un problème majeur de déserts médicaux et mes collègues à cette table ronde vont aussi en parler de cette question des déserts médicaux. Aujourd'hui, à peu près 3 Français sur 4 sont dans un territoire dans lequel il y a un manque de médecins, avec des temps qui peuvent aller, par exemple, pour avoir accès à un chirurgien dentiste, eh bien, ça peut aller de 0 minutes à 2 heures de temps de trajet, et pour avoir accès à un médecin généraliste de 0 minutes à 1 heure. On a aussi des patients qui n'ont pas de médecin référent, etc., etc. Et puis, ce problème des déserts médicaux, il est aussi lié au choix d'installation des jeunes médecins qui, aujourd'hui, souhaitent avoir une autre pratique médicale, une pratique plus collective, dans des cadres de vie différents. C'est le médecin de campagne, cette image d'Épinal qu'on a tous, elle est finie. Ce n'est pas ce choix-là que font les médecins. Et donc, mais là, je ne vais pas développer et je vais laisser parler mes collègues. Le deuxième point qui me semble tout aussi important, c'est la question du prix et du remboursement des soins. Et à quoi on assiste maintenant depuis un certain nombre d'années, c'est à une baisse de la part remboursée par la sécurité sociale au profit de ce qu'on appelle, dans notre jargon d'économiste, un remboursement ou un financement privé des dépenses de santé, c'est-à-dire soit par les complémentaires, soit par les patients. Et ce phénomène, il est aujourd'hui extrêmement important puisqu'on estime que sur les soins ambulatoires, c'est-à-dire la médecine de ville, hors soins hospitaliers, c'est à peu près la moitié des soins qui sont remboursés par la sécurité sociale. Pas plus. Le reste, encore une fois, soit ce sont les complémentaires, soit ce sont les patients directement. Alors, les complémentaires, elles ont été largement développées. C'est les accords nationaux, l'accord national interprofessionnel, avec une généralisation de la complémentaire aux salariés du privé. Alors qu'aux salariés du privé, le public attendra. Mais ça a généré énormément d'inégalités parce que tous les salariés du privé ne sont pas égaux devant la complémentaire. Il y a des complémentaires qui sont
mieux-disant, ce qu'on appelle mieux-disant, c'est-à-dire qui couvre bien. Si vous êtes dans une grande entreprise, vous pouvez avoir accès à un contrat complémentaire qui est relativement favorable. Mais si vous êtes salarié dans une petite entreprise, eh bien, il y a des chances que votre complémentaire elle soit moins favorable que le cas précédent. Et puis, il y a aussi des salariés qui ne sont pas couverts par des contrats complémentaires d'entreprise, qu'on appelle les contrats collectifs. Eux, ils ont des contrats individuels. C'est le cas des salariés du public, mais aussi des étudiants, des retraités, etc. Et les contrats individuels, ils sont moins 10 ans, ils sont plus chers. Ils offrent une couverture complémentaire, enfin un remboursement moins important. Et donc ici, rapidement, sans rentrer dans le détail, on voit que le développement des complémentaires, ça génère des inégalités d'accès aux soins entre ceux qui sont bien couverts et qui vont pouvoir, qui ont des complémentaires qui prennent en charge les remboursements, les dépassements d'honoraires par exemple, et donc qui peuvent avoir accès rapidement à un spécialiste, qui peuvent se faire prendre en charge rapidement dans une clinique privée, et leurs complémentaires financera les dépassements d'honoraires. Et puis ceux qui ont des complémentaires qui sont moins bien disantes, des contrats qui ne remboursent pas les dépassements d'honoraires par exemple, et là les temps d'attente seront plus longs, il y a un accès aux soins qui va être retardé pour ces patients. Donc ça, c'est une source d'inégalité d'accès aux soins qui est extrêmement importante et qui s'est fortement finalement développée avec la complémentaire. C'est-à-dire qu'on avait présenté la généralisation de la complémentaire comme quelque chose qui allait améliorer le remboursement des patients, mais en fait pour beaucoup, eh bien, ça ne l'a pas amélioré et ça a créé finalement deux vitesses d'accès aux soins. Et puis, il y a tout un ensemble de patients, enfin de personnes, on sait qu'ils sont exclus de ces complémentaires. C'est le cas des précaires, c'est le cas des retraités qui perdent leur droit à la complémentaire d'entreprise quand ils passent à la retraite. Et c'est les étudiants, par exemple, on voit très bien que Public Étudiant, eh bien, dans ces arbitrages de dépenses, eh bien, ne va pas privilégier la complémentaire, va prendre d'autres parce qu'ils estiment qu'ils ont faible risque finalement d'avoir une pathologie lourde et donc ne vont pas avoir de complémentaire. Donc on a ici généré de fortes inégalités d'accès. Ensuite, le deuxième type d'inégalité, c'est ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé. Et ça, c'est quelque chose dont on parle moins, mais qui est aussi extrêmement importante. C'est tout simplement l'idée que eh bien, la situation sociale d'un individu affecte sa santé. Et qu'on a finalement, en fonction de son statut social, de son cadre de vie, de son cadre de travail, eh bien, un risque d'être malade ou d'être en moins bonne santé qui est très important. Pour donner 13 chiffres très rapidement, mais c'est des chiffres qui sont relativement connus, on estime qu'il y a environ 7 ans d'espérance de vie à 35 ans. Si on prend un individu à 35 ans, il y a 7 ans d'espérance de vie à 35 ans entre un cadre et un ouvrier. Et si on prend ce dont on parle aussi beaucoup, c'est lié à la réforme des retraites par exemple, si on prend l'espérance de vie en bonne santé, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, c'est un indicateur qui se dégrade, et bien là, l'écart est de 10 ans. Et donc là, on parle de ce qu'on appelle un gradient social, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation sociale, eh bien, on a un état de santé qui est différent. Je ne vais pas développer, mais je pense que l'idée est claire. Et si vous ajoutez ce que j'ai dit précédemment à cette histoire de gradient social, eh bien, c'est évidemment les populations qui sont les plus à risque de développer des pathologies, dont l'état de santé est le plus précaire parce qu'ils sont exposés ils peuvent être exposés au travail à des risques particuliers, ils peuvent habiter dans des logements dégradés, ils peuvent être dans des déserts médicaux. Si on prend le 93 par exemple, qui est le territoire dans lequel je travaille, eh bien vous voyez que si on surajoute ces deux éléments, à la fois la dégradation des remboursements et l'inégalité sociale de santé, on a aujourd'hui une situation d'inégalité d'accès aux soins qui s'est dégradée par rapport à la période précédente. Ok, bon, merci beaucoup pour cette intervention. Du coup, on va passer à Monsieur Christian Reboul, qui, dans le cadre de son activité à Médecins du Monde, voit beaucoup de populations précarisées, notamment des populations migrantes, et il va nous parler un petit peu de toutes ces réalités. Eh bien, je renouvelle mes remerciements. Merci Karim pour cette invitation. Bonjour à toutes et tous. Alors après ce cadrage, je vais peut-être décadrer le débat en ayant une approche un peu plus populationnelle, comme tu l'as mentionné.
Peut-être juste avant, quelques mots concernant Médecins du Monde. C'est une association, elle est peut-être parfois plus connue pour ses actions à l'international, mais il faut savoir que notre plus grande activité, notre plus grand programme a lieu en France. C'est notre plus grand programme, que ce soit en France hexagonale ou alors en Outre-mer, à Mayotte, à La Réunion ou en Guyane, et donc auprès des personnes précarisées. On a d'ailleurs ouvert notre premier centre d'accueil et de soins en 1986. Alors aujourd'hui, nous en avons 14 sur tout le territoire. On les appelle les CASO, les centres d'accueil de soins et d'orientation. Le O est important et j'y reviendrai. Les personnes viennent nous voir ou nous sont adressées, mais nous allons aussi vers elles sur les campements, dans les squats et au travers de maraudes de rue. Notre principe d'intervention est de ne pas se substituer aux autorités sanitaires. En tout cas, on essaye de le faire. Et avec le haut dont je te parlais, d'orienter les personnes vers le système de santé de droit commun. C'est une activité qui nous occupe beaucoup. Maintenant, il nous arrive assez souvent, à court terme, lorsqu'on connaît une situation particulièrement indigne, de pouvoir intervenir à travers des veilles sanitaires, notamment sur les campements, mais c'est aussi pour mieux, par la suite, rappeler à leur responsabilité les autorités sanitaires, la préfecture, donc Agence régionale de santé ou ministère de la Santé. Donc c'est évidemment au système de santé de s'occuper de l'ensemble des personnes présentes sur le territoire. Donc je parlais d'une approche un petit peu populationnelle. Je reviens sur nos centres de soins. Il faut savoir que ces centres sont ouverts à toutes et tous, quelle que soit la nationalité. Vous êtes français, vous avez une autre nationalité, vous pouvez venir. Quel que soit le statut administratif, c'est un accueil dit inconditionnel. Nous y faisons du recueil de données et je vais vous donner un premier chiffre en fait, et ce chiffre ne varie que très peu d'année en année. 97% des personnes qui viennent nous voir sont de nationalité étrangère. Et près des 2/3 sont en situation d'irrégularité au regard du droit au séjour. Autrement dit, elles sont dites sans papier. Donc ces premiers chiffres sont issus d'un rapport que nous publions chaque année, le rapport de l'Observatoire de l'accès aux droits et aux soins. Le prochain sortira d'ailleurs en décembre. Un troisième chiffre tout de suite. Les médecins constatent que près d'une personne sur deux souffre d'un retard de soins lorsqu'elles viennent nous voir pour la première fois. Donc le premier constat est de dire que les personnes étrangères, a fortiori sans papier, sont une des figures de la pauvreté en France, une figure de la grande précarité aujourd'hui en France. Et c'est donc de leur accès aux soins dont je vais parler maintenant. Alors vous le savez sûrement, les personnes sans papier, alors il y a quand même des conditions de ressources, peuvent bénéficier d'un système qui s'appelle l'aide médicale de l'État. Alors, il s'agit d'un panier de soins basique, mais quand même essentiel. C'est cette AME, comme on l'appelle, à travers cet acronyme. C'est un système essentiel, mais qui constitue quand même une forme d'entorse, je dirais, à l'universalité du système de santé, de l'universalité du système de soins en France, dans le sens où il s'agit d'un système à part, complexe, lourd administrativement, et dont le budget est voté chaque année en loi de finances avec le budget de l'État et non pas le budget de la sécurité sociale. L'AME, vous l'avez peut-être entendu dans la presse et lorsque vous entendez certaines réactions politiques, est souvent l'objet d'instrumentalisation politique, notamment chaque année au moment du vote de ce budget au Parlement. Et donc principalement de la part de personnes issues de la droite, de l'extrême droite, mais certains à La République En Marche s'y sont également essayés. Et leur idée, c'est de vouloir supprimer ce système et en revenir uniquement aux soins urgents et vitaux. Alors ce qui frappe avec ce système d'aide médicale de l'État, c'est qu'il est surtout marqué par un très fort taux de non-recours. Je vous propose de se reporter, il y a une étude qui a été faite de l'IRDES. L'IRDES, c'est l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, qui a travaillé sur les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État. Nous étions partenaires, c'est une enquête qui s'appelle l'enquête Premier Pas. Et leur conclusion est la suivante: seuls 51% des personnes qui sont éligibles bénéficient de l'aide médicale de l'État. Autrement dit, une personne sur deux n'y a pas recours alors qu'elle y aurait droit. Par méconnaissance, par renoncement du fait de la complexité du système, beaucoup de raisons à cela.
Et ce chiffre est extrêmement parlant. C'est une population déjà précaire, que l'on précarise un peu plus, et dont on ne favorise pas l'accès aux soins. Et parfois, on va jusqu'à multiplier les barrières. Et c'est ce qui s'est passé fin 2019. Il faut revenir à ce qui s'est passé lors du précédent quinquennat. Le gouvernement a fait adopter toute une série de mesures renforçant un peu plus les barrières à l'accès à cette aide médicale d'État, en rallongeant le délai de carence, donc le délai qui prévaut avant de pouvoir faire la demande, en soumettant certains actes à des autorisations préalables. Il faut savoir que, outre les mesures qui ont touché l'aide médicale d'État, le gouvernement et le président, je vais préciser cela, se sont attaqués aussi fin 2019 à l'accès aux soins d'autres personnes déjà souvent précaires, les personnes demandeuses d'asile. Personnes qui ont souvent eu un parcours traumatisant, et elles avaient droit jusque-là, jusqu'à fin 2019, à un accès immédiat à la protection universelle maladie. Alors, il y avait quelques formalités quand même à remplir. L'immédiateté était quand même relative, mais il y avait ce principe qui était posé. Il y avait comme une forme de consensus politique, peut-être consensus républicain autour de ça. En tous les cas, elle ne faisait pas débat. C'est quelque chose qui apparaissait légitime. Et si vous voulez, si on se remet à l'octobre 2019, vous en souvenez peut-être, Emmanuel Macron a octroyé un long entretien à Valeurs Actuelles, dans lequel il a indiqué justement qu'il voulait imposer un délai de 3 mois de carence, là encore, retardant d'autant l'accès aux soins des personnes demandeuses d'asile. Il faut savoir que jamais aucun parti n'avait proposé cette mesure, y compris l'extrême droite. Donc c'est une mesure qui a été largement influencée par le ministère de l'Intérieur, et la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, l'a complètement légitimée. Olivier Véran, devenu ministre de la Santé, à qui j'ai pu poser directement la question, en lui rappelant d'ailleurs aussi ses engagements passés sur la question de l'accès aux soins des personnes précaires, me dira « ce n'est pas l'intention du gouvernement ni du président de revenir sur cette disposition ». Alors, un mot sur la question de la santé mentale et de la prise en charge des personnes exilées. Alors, à Médecins du Monde, on a quelques permanences psy, très largement fréquentées par des personnes exilées à la rue, mais surtout pour prendre en charge essentiellement la détresse psychique liée aux conditions de vie des personnes. Leurs conditions de vie sont parfois d'une rare indignité. Si vous reportez à ce qui se passe dans le nord-est parisien, sur le littoral nord, mais je suis sûr qu'on peut prendre beaucoup d'autres exemples. Et ce que disent les psychiatres, c'est que l'extrême précarité que les personnes connaissent en France empêche le traitement des traumatismes antérieurs liés au parcours parfois traumatisant des personnes, ou alors à leur situation qu'ils avaient vécue dans le pays d'origine. Et dans ces espaces de permanence psy, ils en viennent à parler de dublinite. Alors, la dublinite, c'est une nouvelle pathologie qui fait bien sûr référence au protocole de Dublin et qui maintient les personnes dans l'errance et dans l'extrême précarité. Donc, face à ces situations, à MDM, on est obligé de s'intéresser, je dirais, plus largement aux déterminants de santé, pas uniquement à l'acte de soin, au droit à l'hébergement, à l'accès à l'eau, à l'alimentation, à la stabilité du statut administratif. La régularisation, par exemple, est un puissant déterminant de la santé, tant elle emporte des conséquences en termes d'accès aux droits. Mais où se fait la politique de santé des personnes exilées ? Alors, en partie au ministère de la Santé, mais aussi beaucoup au ministère de l'Intérieur. Et c'est tout le problème. Il y a une très forte influence du ministère de l'Intérieur. Et c'est une constante. Et on en vient finalement, lorsqu'on observe cette évolution de cet accès aux soins pour les personnes exilées, qu'on en vient à trouver normal de laisser finalement la santé des personnes se dégrader en provoquant par exemple des retards de soins avant de les prendre en charge à des stades plus avancés aux urgences, à l'hôpital, qui reste le seul filet de sécurité. Donc il nous faut sortir de ce paradigme. Alors j'en viens aux solutions, aux réformes. Il faut savoir que je mentionnais cette aide médicale de l'État, elle n'a pas toujours existé. C'est Charles Pasqua, ça rappellera peut-être des souvenirs à certaines et certains, ministre de l'Intérieur, qui en 1993 est venu conditionner le bénéfice de la protection maladie à la régularité du séjour. Donc déjà un ministre de l'Intérieur qui fait politique de santé.
Alors après ce rapide rappel historique, j'en viens en fait aux propositions, à ce que nous voudrions finalement. Et je me tourne peut-être vers Karim et la France Insoumise, et je vais finir. C'est que les bénéficiaires de l'aide médicale d'État finalement réintègrent le régime général de la sécurité sociale. Et quand je dis nous, MDM, pas seulement nous, l'Académie de médecine, même l'Académie de médecine en 2017 s'est positionnée dans un rapport précarité là-dessus. L'inspection générale des affaires sociales, en son temps, pas le rapport de 2019 également, mais la défenseur des droits également. Ce serait une réforme pour pouvoir lutter contre le non-recours, permettre de réintroduire finalement le rôle fondamental de la médecine de ville aussi, et éviter la convergence vers l'hôpital, et puis assurément des coûts évités du fait de la prise en charge plus précoce des pathologies, mais aussi par la voie d'une simplification du système qui est quand même administrativement très, très complexe. Et par ailleurs, on pourrait venir atténuer l'instrumentalisation politique, dont je parlais tout à l'heure, l'instrumentalisation politique de la santé des étrangers. Deuxième point, c'est un rééquilibrage institutionnel, je l'ai évoqué, que le ministre de la Santé exerce son plein magistère, et notamment face au ministère de l'Intérieur. Et puis à court terme, revenir sur ce délai de carence qui vient d'être imposé pour les demandeurs d'asile, comme cela d'ailleurs a été fait pour les réfugiés ukrainiens. Voilà. Peut-être pour conclure maintenant, je reviens à la question de départ, les inégalités dans l'accès aux soins, un phénomène naturel, triple point d'interrogation. Non, vous l'avez compris, ni une fatalité, c'est une question éminemment politique, de volonté politique. Alors, au-delà de nos constats, pour faire évoluer les choses, nous, à Médecins du Monde, en tant qu'organisation, association, nous avons besoin de relais politiques, et c'est un peu le sens de ma présence et de la présence de Médecins du Monde aux amphis et à d'autres universités d'été. Mais soyons lucides aussi, c'est aujourd'hui plus pour limiter les effets néfastes de la politique et limiter la casse, comme nous avons tenté de le faire pendant ces 5 dernières années. Mais demain, s'il y a alternance, eh bien, nous espérons que le champ des possibles se rouvrira. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. On va essayer de rester bien dans le chrono. Je vais passer du coup la parole à Pascal Lejeune pour la Fédération nationale des infirmiers, qui va un peu nous parler de sa structure et puis un peu de l'exercice infirmier au quotidien, y compris dans des déserts médicaux. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je représente les infirmiers libéraux, ce qu'on appelle les infirmiers à domicile, les soins de ville, où on travaille beaucoup justement avec les médecins généralistes pour assurer la prise en charge de nos patients quand ils sortent de l'hôpital ou quand ils sont atteints de maladies chroniques ou quand ils sont âgés aussi, les patients dépendants qui sont une de nos grosses parties de notre patientèle. Donc en fait, un petit état des lieux, on est 700 000 infirmiers en France, un peu plus de 700 000 infirmiers, et on est 135 000 infirmiers libéraux dans tout le territoire national et les DOM. On a un maillage territorial qui est assez homogène parce qu'on on a accepté, nous, dès 2007, d'avoir une régulation démographique avec des mesures incitatives et coercitives pour essayer d'avoir un accès aux soins infirmiers à toute la population. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas de désert infirmier, ça c'est sûr. On a une moyenne d'âge d'environ 43 ans. Et on a environ 200 infirmiers pour 100 000 habitants. Les médecins en sont à peu près à 143 médecins, c'est ça, pour 100 000 habitants. On est à peu près à ça, voilà, dans ces eaux-là. Donc voilà. On a aussi une contrainte, les infirmiers à domicile, c'est la continuité des soins. C'est une chose qui nous a permis de nous organiser en ville, c'est-à-dire on s'est souvent regroupé à plusieurs infirmiers dans des cabinets pour justement assurer la continuité. Les gens qui ont des infirmiers n'ont jamais, toujours le même infirmier qui vient assurer leurs soins.
on est toujours des cabinets de 3, 4 infirmiers qui permet d'assurer la continuité des soins chez nos patients chroniques et nos patients dépendants. Donc ça, c'est un état des lieux. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, bon là, on parle d'accès aux soins, quelles solutions on pourrait avoir pour donner accès aux soins à tous nos patients. On dit que face à ce constat, on a bien vu là pendant la pandémie, les infirmiers libéraux ont continué à aller au domicile des patients. Je peux vous dire qu'on s'est débrouillé avec les moyens du bord parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, on n'avait pas de protection individuelle. On ne nous donnait pas de protection individuelle, ni aux médecins, ni aux pharmaciens, ni aux infirmiers. On s'est démerdé comme on pouvait pour pouvoir aller chez les patients, pour éviter de nous contaminer, nous, et de contaminer nos patients qui sont fragiles et tout ça. Donc, on a été avec des sacs poubelles. Moi, j'ai été chez mes patients avec des sacs poubelles pour éviter de les contaminer. Et on se débrouillait pour avoir des masques comme on pouvait. Donc, on a cette réactivité à domicile de pouvoir répondre à nos patients pour qu'ils puissent avoir des soins quand ils sortent de l'hôpital, quand ils sont malades et tout. Donc nous, ce qu'on dit, pourquoi pas, aujourd'hui, on sait qu'on a un manque de médecins. On va être jusqu'à au moins 2030, voire 2035, avec un problème de désert médical. Aujourd'hui, il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. On en a 600 000 en affection de longue durée, en ALD, j'allais dire, en affection de longue durée, qui n'ont pas de médecin traitant, malheureusement. Donc, il faut arriver à trouver des solutions. Et on dit qu'on pourrait s'appuyer sur les infirmiers pour assurer certaines prises en charge. Évidemment, on ne remplace pas les médecins. On n'est pas médecin et on ne se revendique pas médecin. Mais je vois aujourd'hui, et les médecins généralistes avec qui je travaille, ils savent très bien, on fait de l'exercice illégal de la profession parfois, parce qu'on se retrouve les week-ends à être obligé de réadapter des doses, ou alors on est obligé d'appeler le 15 pour pouvoir réadapter les doses de nos patients parce qu'ils ne sont pas bien équilibrés. Aujourd'hui, on a des patients chroniques qu'on suit tous les jours à domicile, style des patients diabétiques. Est-ce qu'on a besoin d'embêter le médecin pour aller nous demander de faire une prescription pour un examen biologique qui est dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, style chez les diabétiques ou chez des patients insuffisants rénaux chroniques. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on se dit que en lien avec le médecin traitant, évidemment, c'est ce qu'on fait à longueur de temps, et vous le savez bien, en coordination avec le médecin traitant, on pourrait avoir des solutions pour fluidifier le parcours de nos patients et d'éviter aujourd'hui d'avoir des ruptures, comme on le disait, des ruptures de parcours de soins chez des patients qui ont déjà assez de problèmes comme ça. Ça va ? Je dépasse pas là ? Ok. Donc nous, là, aujourd'hui, on essaie d'expérimenter, par exemple, sur sur les consultations de première ligne, par exemple. Aujourd'hui, on essaie de travailler justement avec les médecins régulateurs du 15 pour essayer de faire un tri en amont pour éviter d'envoyer tous les patients aux urgences, donc pour éviter justement aussi d'engorger les urgences. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser autour de la table avec toutes les professions de santé concernées pour pouvoir avoir une réponse justement à cette inégalité aux soins. Encore 2 minutes ? Comment ? Vous comprenez quoi ? Ah, d'accord. Donc voilà, nous on dit que on a par exemple, on a eu le problème par exemple pendant les vaccinations Covid. On avait des patients âgés qui n'étaient pas vaccinés, qui n'avaient pas parce que ils pouvaient pas se déplacer, parce que voilà, ils n'étaient pas assez informés.
Les listes des patients qui n'étaient pas vaccinés ont été envoyées aux médecins traitants, n'ont pas été envoyées aux infirmiers qui avaient aussi des patients âgés. Pourquoi ? Parce qu'on a le médecin de famille qui est reconnu dans les textes. L'infirmier de famille, aujourd'hui, n'est pas reconnu. Donc, le fait d'avoir ce statut d'infirmier de famille nous permettrait, avec les médecins, de mieux prendre en charge les patients qu'on a en charge, les patients qu'on a en lien, en coordination, et de pouvoir justement éviter qu'il y ait si peu de patients vaccinés. On parle aujourd'hui de la prévention. Excusez-moi, la prévention, on en est loin. Et quand on voit l'explosion des maladies chroniques aujourd'hui, je pense qu'on a aussi un gros travail à faire sur justement l'égalité à l'accès aux soins, sur la prévention. Voilà, je répondrai à vos questions si vous avez. Merci beaucoup. Donc, du coup, on va enchaîner avec la prise de parole du docteur Marie Pénicaud, qui est secrétaire générale de la Fédération nationale des centres de santé. Comme vous le savez peut-être, c'est une forme d'exercice de la pratique, pas seulement médicale, mais de soins, que nous, on comptait développer si on avait été élu et quand on sera élu, parce qu'on le sera à un moment, il ne faut pas en douter, quand on sera au pouvoir. Donc voilà, je lui passe tout de suite la parole et ensuite j'interviendrai pour vous parler un peu de comment on est arrivé au programme santé qu'on a eu pendant la présidentielle. Merci. Ben oui, moi je vais vous parler des centres de santé. Il y a un problème de fil. Voilà. Un modèle qui... Ah oui, on m'entend mieux, oui. Qui facilite, d'après nous, l'accès aux soins. Donc d'après nous, la Fédération nationale des centres de santé. Donc d'abord, je vais vous réexpliquer ou bien vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est un centre de santé, parce que tout le monde n'en a pas à côté de chez lui. Donc, c'est une structure qui est dirigée par un gestionnaire. Donc, il y a plusieurs gestionnaires possibles. Ça peut être une municipalité ou n'importe quelle autre collectivité territoriale. Ça peut être aussi une association, ça peut être une fondation, ça peut même être un hôpital. Enfin bon, il y a d'autres types de structures. Ça ne donne pas tout à fait le même résultat. Il y a plusieurs types d'activités qui peuvent y être pratiquées. Des activités médicales, d'infirmiers. Il y a aussi des centres pluriprofessionnels qui réunissent plusieurs professions de soins. Et puis aussi des centres dentaires, des centres ophtalmo. Dans la définition des centres de santé, il faut au moins 2 professionnels de santé. Donc on peut en avoir beaucoup plus. Il y a l'obligation de tiers payant. Tiers payant, donc ça veut dire qu'on n'avance pas l'argent. Obligation de secteur 1. Donc là, c'est les consultations tarifs de base. Donc ça, c'est intéressant. Pour les professionnels sont salariés en fonction du temps de travail, ou parfois c'est aussi rémunéré à l'acte ou à la consultation, donc ça ne donne pas tout à fait le même type d'exercice pour les professionnels. Et puis les centres de santé, eux, sont rémunérés à la fois par la consultation, le tarif de la consultation qui revient au centre de santé, et via l'accord national, c'est-à-dire une négociation qu'il y a eu entre l'assurance maladie et les centres de santé et qui couvre peut-être un quart de la rémunération des centres de santé. Donc c'est un système de points avec plein de critères comme l'ouverture, le type de professionnel, les actions sociales et plein d'autres choses. Voilà. Pour vous donner quelques chiffres, ça existe déjà vraiment, puisqu'il y a 2500 centres de santé environ et 950 centres médicaux et polyvalents en France. Ça représente 45 000 salariés, donc ça, vraiment, il y a du monde derrière. Et puis, ils sont souvent installés dans des zones défavorisées, par exemple 600 centres en quartier politique de la ville et 200 à peu près en zone rurale, donc à la campagne, là où on dit qu'il y a des déserts médicaux. Voilà. Alors donc nous, on a relevé l'intérêt des centres de santé. Alors je vais vous dire directement pour le patient. Là, c'est clair, vous avez compris, je pense. Le tiers payant obligatoire, ça veut dire qu'on n'avance pas l'argent.
Le secteur 1, ça veut dire que c'est vraiment pas cher. Quand on va en médecine générale, par exemple, 25 €, si le centre ne prend pas la mutuelle, il va débourser 8,50 € et dans la plupart des centres, il ne va rien débourser du tout. Donc c'est un lieu unique où on va trouver tous ces professionnels. Le dossier est partagé avec le suivi d'un professionnel à l'autre. C'est ouvert très souvent. On va pouvoir, et surtout dans certains centres, être accompagné pour les droits à la sécurité sociale. Et certains centres font aussi l'accueil de publics précaires, des patients sans papier. Ça dépend des centres. Voilà, donc vous comprenez que pour le patient, c'est intéressant. Pour le professionnel, là, c'est important parce qu'il faut être attractif pour pouvoir embaucher. Donc c'est bien parce que ça permet de se concentrer sur son métier, pas sur l'organisation ou l'administratif. Les jeunes professionnels aiment l'idée de travailler en équipe, ils ne veulent pas être isolés. Donc ça c'est bien aussi. Il y a les avantages du salariat, la sécurité du contrat, les congés, le droit à la formation. C'est quand même pratique. Et puis ça permet de choisir son temps de travail, de maîtriser ses horaires, voilà, et même de faire de la recherche et accueillir des étudiants. Donc ça, les professionnels et surtout les jeunes apprécient. Après, l'intérêt pour les territoires, ça permet d'avoir une équipe pluriprofessionnelle ou d'une équipe de médecins en fonction des besoins, une équipe de différents professionnels, je dis médecins, mais non, justement pas seulement. Ça permet de mettre de la pratique coordonnée. Donc vous voyez bien aussi que la pratique coordonnée, on vient d'en parler, c'est quand même intéressant parce que ça permet d'économiser du temps de professionnels, de médecins. Donc dans le contexte actuel, c'est super important. Et puis de faire confiance aussi, par exemple, aux infirmières qui savent faire plein de choses. Mais pas seulement, il y a aussi des auxiliaires médicaux, des orthophonistes. Enfin, bon, la pratique coordonnée, c'est vraiment un grand plus. Ça permet aussi au territoire de mettre au point une organisation sanitaire, comme dans la période crise Covid. On a fait des centres de vaccination, des centres de dépistage, tout ça. Quand c'était une collectivité qui gérait un centre de santé, ça a été un outil pour mettre ça au point sur le terrain. Donc ça, c'est aussi un plus. Ça permet de faire de la prévention. Voilà, plus les partenariats avec d'autres. Voilà, mais il y a quand même quelques difficultés. C'est que globalement, les centres de santé ne sont pas encore très reconnus par les institutions nationales. Dans l'histoire, ça vient de démarrer. Disons, depuis 1999, ils ont été inclus dans la définition du Code de santé publique. Mais maintenant, ça va beaucoup plus vite. On est au 2e accord national. Il y a des avenants régulièrement. Mais tout de même, on nous oublie régulièrement. Donc ça, c'est un truc qu'il faut quand même noter et il reste à faire avancer les choses pour les centres de santé. Il y a des financements encore mal adaptés. Souvent pour le financement du tiers payant, c'est le gestionnaire qui doit payer les agents d'accueil, qui doivent payer les personnes qui s'occupent du tiers payant, les assistantes sociales, tout ce qui est social aussi. Donc il reste du boulot dans les financements. Et puis les ressources humaines, il manque un cadre pour les professionnels territoriaux en premier, après peut-être, pour cadrer le statut. Aujourd'hui, ils sont contractuels, c'est un statut qui n'existe pas dans la fonction publique. On commence à un certain salaire, on finit à un certain salaire, alors que tous les collègues de la collectivité vont évoluer différemment. Donc ça, c'est un progrès qu'il faudrait vraiment faire. Voilà. Je voulais terminer en vous rappelant, en vous disant d'ailleurs, qu'il y a deux expérimentations en cours qui sont intéressantes. D'abord, un financement différent, c'est-à-dire on arrête de financer à l'acte, c'est-à-dire quand vous allez à une consultation, vous payez le tarif de la consultation. Et dans certains centres de santé, maintenant on expérimente le financement par personne prise en charge, c'est-à-dire que c'est indépendamment du nombre de consultations.
Donc ça permettrait, si c'était généralisé, et quand c'est expérimenté, ça marche, de ne pas faire plus de consultations que nécessaire et surtout de pouvoir faire appel à d'autres professionnels comme les infirmiers. Voilà. Et donc il y a aussi les financements des centres de santé participatifs qui font beaucoup plus de social avec des financements très différents. Ça, c'est en cours d'expérimentation aussi. Voilà, on voudrait donc à long terme développer des centres de santé, évidemment, avec un maillage territorial, objectif d'un service de santé publique. Donc ça voudrait dire que du point de vue national, on va voir là où il manque des centres de santé et décider. Donc je pense que vous allez... c'est là-dessus, en fait, qu'on a été repéré par votre... par Ella et les filles. Parce qu'on est assez d'accord sur ce point. Bon, voilà, et donc mieux... Et puis le reste, j'en ai parlé déjà. Voilà, meilleur financement et le cadre statutaire des professionnels. Ça nous paraît important. Voilà. J'ai sûrement été un peu trop longue, mais je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez rajouter un mot, peut-être, Nathalie Coutier, avant que je prenne? J'avais peur d'être trop longue et comme je passe en premier, c'est difficile d'évaluer. Il faut laisser évidemment la place aux autres. Non, juste peut-être rappeler que ce que je disais sur les complémentaires et la sécurité sociale, c'est que maintenant, depuis des années, la volonté des gouvernements, c'est de réduire les dépenses de santé. Il faut réduire les dépenses de santé. On ne sait pas forcément pourquoi. Et en plus, dans un contexte où on sait que les dépenses de santé, elles vont augmenter parce que le coût des soins augmente. On est mieux pris en charge, il y a des examens médicaux, on ne peut pas aller rarement chez le médecin sans avoir des prescriptions. Le coût des médicaments augmente aussi. Donc on sait que les dépenses, le coût de la santé va augmenter. Et paradoxalement, on veut réduire les dépenses de santé. Alors évidemment, la solution qu'ont trouvé les différents gouvernements, c'est de réduire les dépenses publiques de santé et de faire porter la dépense de santé sur le privé, c'est-à-dire en fait sur les patients, parce que en fait on paye non complémentaires via des primes, même si parfois les entreprises viennent compléter. Donc en fait c'est quand même le patient, le citoyen qui paye la dépense de santé, il la paye 2 fois. Et on nous dit il faut réduire les cotisations sociales santé pour donner du pouvoir d'achat, mais en fait c'est complètement absurde parce que ce qui va être donné d'un côté va être repris par les complémentaires. Et je voudrais citer l'exemple d'une des lois de Macron qui est le 100% santé. C'est-à-dire, vous savez, les lunettes gratuites ou les audioprothèses gratuites, etc. C'est très bien. C'est très très bien dans l'esprit. Sauf que c'est financé par les complémentaires santé et que pour financer ça, les complémentaires santé, elles augmentent les primes. Donc, c'est là où finalement on est dans des logiques qui sont des logiques absurdes. Et là, c'est une mesure qui est revendiquée par le gouvernement, mais qui est supportée, in fine, par le privé. C'était ça que je voulais rajouter. Peut-être que j'avais été rapide sur cette question. Merci beaucoup. Bon, comme vous l'avez compris, les inégalités d'accès aux soins, les inégalités de santé, c'est une problématique, c'est un thème très complexe puisqu'il y a différents aspects qui interviennent. Clairement, pour revenir sur ce qui vient d'être dit, on a des outils qui ont été créés à un moment aussi pour casser ce monopole public qui était la sécurité sociale, ce système de solidarité. Et notamment, on a un outil qui s'appelle l'ONDAM, l'Objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Chaque année, on décide qu'il y a un ONDAM de temps et donc ça va être voté sur la loi de financement de la sécurité sociale et on contraint le cadre de dépenses de l'assurance maladie de cette manière-là. C'est par ce biais-là, en passant par une vision qui est purement budgétaire, qu'on en arrive à des glissements qui se font petit à petit avec un déremboursement des médicaments, avec des prises en charge par les complémentaires qui deviennent de plus en plus nécessaires, voire obligatoires, pour avoir l'accès aux soins qui est convenable. C'est comme ça qu'on crée ce système à 2 vitesses. C'est comme ça qu'on exclut aussi des populations précarisées de ce système de solidarité. Et donc, dans la politique qu'on va mener, on prévoit d'emblée de supprimer cet ONDAM parce qu'il nous maintient dans cette idée-là qu'il faut d'abord passer par la contrainte budgétaire avant de parler du reste. Et ça, c'est la condition sine qua non si on veut revenir à un système de santé périn
qui soient installés partout, qui répondent à tous les besoins des Français, c'est de supprimer cette contrainte budgétaire et c'est d'appliquer une stratégie quinquennale de santé publique pour avoir de la vision. Aujourd'hui, on est enfermé dans cette vision court-termiste imposée par l'ONDAM et il faut en sortir. Il faut avoir une vision pour le système de santé à 5 ans, c'est le temps d'un mandat, et chaque année, on réévalue où on en est dans les objectifs qu'on s'est donnés pour ce système de santé via le Parlement. Et quand il y a des insuffisances, eh ben, on n'est pas là pour brider, on est là pour au contraire débloquer. Donc c'est ça qu'il faut se mettre en tête si on veut revenir à un système de santé qui était un des meilleurs du monde il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, Christian l'a dit tout à l'heure, la question, la question des mutuelles aussi, on a glissé petit à petit vers un système qui n'est plus un système de solidarité. Donc il faut revenir au 100% sécurité sociale pour ne pas faire de l'esbrouf pour tous les soins prescrits, y compris l'optique, y compris le dentaire, etc. Mais ça veut dire qu'on met en place un système qui permet de répondre réellement aux besoins des gens et pas juste des effets d'annonce et en fait on leur fait payer via les complémentaires santé. Donc c'est une mesure de rationalité parce qu'en réalité quand vous avez un système qui est semi-privé, vous vous retrouvez avec des surcoûts en termes de gestion puisque vous multipliez les coûts de gestion pour chaque complémentaire santé qui est présente. Vous ajoutez des coûts marketing, puisqu'elles sont sur un marché, il faut se faire une place, démarcher des clients, etc. Ça, ce sont des surcoûts dans le système de santé. La preuve en est, c'est que en France, où on a un système qui est encore avec un financement public important, on est entre 11 et 12% du PIB pour les dépenses de santé. Aux États-Unis, où le système est quasi exclusivement privé, qui est censé être meilleur, mais on sait à quel point il est dramatique pour ceux qui n'en ont pas les moyens, eh ben, ils sont à 17% du PIB chaque année. Donc dire que privatiser, ça va coûter moins cher, c'est faux. C'est toujours un mensonge, ça restera un mensonge. En réalité, en revenant au 100% sécu, on s'exonère de tout un tas de surcoûts que je vous ai détaillés et on permet aussi de revenir à des systèmes non seulement solidaires, mais universels. Aujourd'hui, il faut se rendre compte de la stupidité, au-delà de l'aspect humain et humaniste de la prise en charge des personnes migrantes et précarisées. Il y a une stupidité d'un point de vue de santé publique. Quand il y a des épidémies, les germes ne cherchent pas à savoir quel est votre statut administratif. Ils en ont rien à secouer. Ils passent de l'un à l'autre, on devient tous des vecteurs. Et s'il y a des barrières à l'accès aux soins, on se retrouve avec une situation qui est délétère, forcément. De la même manière, pour les maladies chroniques, ne pas soigner des gens, c'est augmenter le coût de leurs soins plus tard en passant par les urgences. Donc ça n'a pas de sens d'un point de vue de santé publique. Et il faut sortir de ça. Et clairement, quand on va faire cette réforme pour revenir au 100% sécu, oui, l'AME doit être dans le débat pour savoir comment on fait pour effacer. Il faut que ça soit une simplification administrative pour tout le monde, pour les patients, pour les personnes précarisées, pour les professionnels de santé aussi, puisque à un moment, il était par exemple question de faire le tiers payant généralisé. On en avait parlé sous l'ère Hollande, etc. Mais ce qui bloquait principalement, par exemple, pour des médecins de ville, c'est que ça voulait dire que c'était à eux d'aller courir derrière toutes les mutuelles pour se faire payer. Vous imaginez le temps administratif que ça rajoute à des médecins qui sont déjà débordés. Donc ça ne paraît pas sain. Revenir au 100% sécu, c'est aussi une simplification administrative pour les professionnels de santé. Et réintégrer les personnels des mutuelles dans la sécurité sociale pour avoir un service public qui fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, quand on va appeler la sécurité sociale, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. On attend des heures, qu'on soit patient ou professionnel, on attend des heures. C'est insupportable. Donc il faut revenir à quelque chose qui a fonctionné, qui fonctionnait, qui n'a pas besoin d'être noyé dans le privé. Il faut revenir à ces choses-là qui sont simples et évidentes. Et c'est déjà un des aspects par rapport aux inégalités d'accès aux soins. Ensuite, il y a clairement la problématique des déserts médicaux. On en parle beaucoup et on en parle souvent uniquement sous le prisme de la liberté d'installation des médecins. C'est une réelle question, il ne faut pas du tout la mettre sous le tapis. Mais il faut, à mon avis, recadrer aussi les choses. De quoi est-ce qu'on est en train de parler ? On parle non pas uniquement d'un problème de répartition des médecins, mais aussi d'un problème de démographie médicale. On paye 50 ans
de restriction de l'accès aux études de médecine avec le numerus clausus, l'infâme numerus clausus, que le gouvernement, dans un tour de passe-passe de communication, nous a annoncé qu'il avait supprimé, alors qu'en réalité, ils ne l'ont pas réellement supprimé. Ils ont fait porter la charge de ce numerus clausus aux facultés en disant combien vous pouvez en prendre. Et comme les moyens des facultés n'augmentent pas spécialement, ils n'en prennent pas beaucoup plus. Donc ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à sortir de ça. La problématique des déserts médicaux, c'est un problème de démographie médicale. On est dans une situation où on va avoir une chute de la densité médicale qui va se poursuivre à peu près jusqu'à 2028, et on va revenir au niveau où on en est aujourd'hui entre 2030 et 2035. Voilà, c'est ça la réalité. Donc après, on peut tourner le problème dans tous les sens, et effectivement, il y a des problèmes de répartition, mais tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là aussi, on est en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc la question de la démographie médicale est extrêmement importante. Et à côté de ça, il faut prendre en compte aussi un changement dans la sociologie chez les jeunes médecins. D'abord parce que c'est une profession qui s'est féminisée, et parce qu'on a une génération, pas seulement des médecins, mais une génération tout entière qui est en train de changer de système de valeurs et de volonté pour sa propre vie. Le gain de l'argent, le fait de travailler à outrance, etc., ce n'est plus le moteur principal. Il y a une conférence qui va avoir lieu sur ce qu'on appelle la grande démission. C'est valable pour les cadres dans les grandes écoles, etc. Mais c'est aussi valable en médecine, où les jeunes médecins, ils ont envie de pouvoir soigner leurs patients dans de bonnes conditions, et aussi de pouvoir vivre à côté, d'avoir une vie de famille, de pouvoir avoir une vie personnelle. Et ça, il faut le prendre en compte. On ne reviendra pas aux médecins qui travaillent 60 heures par semaine et qui viennent à 3 heures du matin parce que vous toussez. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc la réalité, elle est là aujourd'hui, et il faut la prendre en compte, et il faut réfléchir à comment on fait pour avoir un système qui permet de répondre à tous les besoins de toutes les personnes. Donc nous, dans le cadre du programme, on avait effectivement défini un plan qui s'articulerait à court, moyen et long terme. Un plan parce que c'est une réalité très complexe, très complexe, et que les solutions simples et simplistes ne fonctionneront pas, ne suffiront pas. Et c'est mentir aux gens que de leur dire il suffit de faire ça et puis ça va mieux, ça va aller mieux. Donc on a un problème de court terme. Comment on fait immédiatement pour répondre aux besoins des populations dans les zones qui sont les plus désertifiées? Ça, c'est une première chose. Et nous, on avait une solution qu'on a mise sur la table, c'est de dire ce n'est pas à nous seuls de définir de manière verticale la manière dont il va falloir se réorganiser, mais il va falloir se réorganiser. Donc, on va convoquer des assises de la santé et des soins de proximité. On met autour de la table les infirmiers, les médecins, les pharmaciens, les représentants des centres de santé, des hôpitaux, de la sécurité sociale, des pouvoirs publics, des élus locaux, etc. Région par région, on regarde quels sont les besoins dans chaque région et comment on réorganise le système de manière intelligente et par laquelle aucun n'est floué. Il faut redéfinir les rôles de chacun. Il y a des choses, effectivement, que les infirmiers font déjà. Ils se mettent hors du cadre de la pratique réglementaire parce qu'ils n'ont pas le choix. Ou parce qu'on se retrouve à appeler le SAMU pour réadapter les doses des AVK, pour demander si on peut mettre une perf pour hydrater le patient, etc. Et là non plus, c'est pas périn. C'est pas périn. On est en train déjà de déplacer la crise des urgences sur le SAMU. Depuis que le ministre de la Santé actuel est arrivé en poste, on voit 20 à 30% d'appels en plus au SAMU, puisque le message commence à diffuser avant d'aller aux urgences, aller au SAMU. Et autant vous dire qu'on n'est pas plus nombreux pour répondre aux appels. Donc on se retrouve dans la même situation aujourd'hui qu'on était au moment de la première vague de Covid, où ils avaient eu de nouveau la bonne idée de dire appeler le SAMU, et on se retrouve avec des temps d'attente de 30, 40, 45 minutes pour avoir le médecin au bout du fil. Et ça, c'est pas acceptable, parce que vous vous retrouvez aussi avec des erreurs d'aiguillage au SAMU, et avec des vraies urgences qui se retrouvent coincées dans ce fil-là, et qui attendent. Et j'ai eu un collègue qui m'a raconté récemment, il est parti en intervention en SMUR sur un infarctus, et puis quand il est arrivé, tout le monde était tendu, et il a demandé combien de temps ils avaient mis pour avoir le médecin au bout du fil. Ça avait pris 40 minutes, voilà, sur un infarctus. Là, on est dans des situations concrètes. On est dans des situations où on est en train de tendre le système et de reporter les points de tension sur autre chose. Donc, il faut sortir de ces logiques-là. Donc, on a la problématique de la démographie et de la répartition des tâches, de l'organisation du modèle de santé. Évidemment, s'il y a des choses qui reviennent dans
plusieurs régions ou dans toutes les régions, c'est des choses qu'on va mettre en place au niveau national. Ça peut être des transferts de fonctions, de compétences. Il faut y mettre les rémunérations en face. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une discussion collégiale et collective. Ceux qui arrivent avec un truc sur la table et qui vous disent on va tout régler comme ça, et en général, ils vont juste se mettre les professionnels à dos parce que ça ne sera pas compris et parce que souvent, ça va être à côté de la plaque. Donc ça, c'est pour la réponse de court terme. Après, évidemment, la réponse de long terme, c'est de débloquer les études, l'accès aux études de médecine. Donc ça veut dire financer les facultés, ça veut dire qu'il va falloir aussi revoir la formation pratique, puisqu'aujourd'hui, pendant presque 6 ans, en tant que médecin, vous êtes formé uniquement dans les centres hospitalo-universitaires et que vous vous retrouvez à faire ensuite un internat qui est principalement à l'hôpital, et dans une formation d'un médecin généraliste, ben, finalement, il a fait 10 ans d'études et 6 mois à 1 an en médecine de ville. Voilà, il y a quand même une petite aberration là-dedans. Donc là, il faut revoir aussi ces modes de formation, il faut mettre le paquet là-dessus, et il faut aussi rompre avec l'homogénéité dans la sociologie des jeunes médecins. Aujourd'hui, ceux qui arrivent à passer les concours de médecine, qui arrivent à passer les épreuves, parce que maintenant on ne parle plus de concours exactement, mais bon, ça revient à peu près au même, ce sont souvent des enfants de cadres urbains qui ont grandi dans des villes, etc. Et naturellement, bah, ils retournent là vers ceux qu'ils connaissent. Si on veut aussi avoir des médecins qui n'ont pas peur d'aller dans des quartiers populaires, qui n'ont pas peur d'aller dans la ruralité, il nous faut des jeunes qui viennent de ces milieux-là. C'est important d'ouvrir massivement les portes des études de médecine. Pour le moyen terme, évidemment, il y a une autre problématique, c'est comment on fait pour organiser les structures de soins au niveau du territoire national. On a des besoins qui sont urgents et on a une réponse, les centres de santé, qui permettent de répondre à de nombreuses aspirations, notamment des jeunes médecins, mais pas que. Comme on l'a dit, c'est un exercice qui est pluriprofessionnel, en groupe, qui permet d'avoir des discussions sur des patients, qui permet de se passer et de tout le cadre administratif et organisationnel et de se concentrer sur les soins. Voilà, ça c'est une réponse concrète. Maintenant, il faut déployer ces centres de santé et c'est à la puissance publique de le faire. Donc demain, la sécurité sociale, elle peut être mandatée pour financer ces centres de santé et effectivement, la question du financement va aller avec. Parce que le modèle de la tarification à l'acte n'est pas calibré pour ce type de structure, il est calibré pour des médecins de ville ou des structures hospitalières qu'on a étouffées avec ce modèle-là. Donc il faut revenir à des forfaits par capitation, à des paniers plus ou moins larges en fonction des comorbidités de chacun, etc. Il y a toutes sortes de choses à discuter. Voilà. Mais ça, c'est clair et net qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Et les centres de santé, je les mets à moyen terme, mais en réalité, ça pourrait être très rapide. Il y a beaucoup de structures physiques qui peuvent exister et qui peuvent déjà servir de centres de santé. Il faut y affecter, faut les affecter comme centres de santé. Il faut faire du recrutement, il faut y aller, quoi. C'est une question de volonté politique. Et ça peut être assez rapidement déployé. Et dans ce cadre-là, on peut avoir du coup aussi la discussion de comment on organise le système de santé avec les libéraux, avec l'hôpital, etc. Et comment on restructure tout ça pour répondre rapidement à cette problématique des déserts médicaux. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais voilà. Je voudrais finir sur un dernier point quand même par rapport aux déserts médicaux. C'est qu'on oublie trop souvent par quoi ont commencé les déserts médicaux. Quelles ont été les zones les touchées en premier ? Les zones touchées en premier, ça a été la ruralité et les quartiers populaires. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'y a pas que le médecin qui est parti de ces zones-là. En réalité, c'est aussi le fruit d'une désertification en service public qu'on a créée politiquement dans ces zones-là. Quand il n'y a plus d'école, quand il n'y a plus de crèche, quand il n'y a plus de gare, quand il n'y a plus de postes, les commerces périclitent. Les offres de services périclitent. On tue des territoires. Donc la question de la désertification médicale, c'est aussi et surtout une question de désertification dans les services publics. Parce que c'est ça qui structure notre territoire. Et que si on veut que les gens reviennent à cet endroit-là, il ne faut pas se contenter de leur dire « toi, tu fermes ta gueule et tu vas y aller ». Il faut aussi offrir des débouchés. Il faut aussi qu'il y ait une vision par rapport à ces territoires. On ne peut pas juste se dire c'est que le problème que les médecins ne veulent pas y aller. Il y a ce problème-là, mais il n'y a pas que ça. Donc aujourd'hui, il faut revenir à une politique volontariste de réimplantation des services publics sur tous les territoires qui les ont perdus. Et en priorité la ruralité, et en priorité les quartiers populaires et les petites villes. Voilà, c'est ça la réalité.
Alors ensuite, j'ai un dernier point, et après, j'espère que je ne suis pas trop long. Ouais, je vais arrêter, je suis un peu long. Juste un dernier point, c'est par rapport effectivement au prix et au remboursement des médicaments. On a des remboursements des médicaments qui sont en chute libre, et on a un peu expliqué pourquoi. Et puis on a aussi un problème avec le prix des médicaments, parce qu'on se retrouve dans une situation où on a un oligopole privé qui est en capacité d'imposer ses prix à tous les États. Un exemple qui est très parlant, c'est le Sovaldi. C'est un médicament pour traiter l'hépatite C qui a été mis sous brevet, qui coûte quelques euros à produire. Alors vous me direz, il y a le coût de la recherche et tout ce que vous voulez. Il est vendu aux États plusieurs dizaines de milliers d'euros la cure. C'est un traitement extrêmement efficace, mais comme nos pouvoirs publics ne sont pas en capacité de négocier les prix, ou qu'ils ne veulent pas, ça, on ne va pas faire de procès d'intention, mais en tout cas, ils n'ont pas été en capacité de fixer un prix qui soit décent pour ce médicament. Et bien, qu'est-ce qu'ont fait les autorités sanitaires? Elles ont défini artificiellement des indications médicales pour dire lui, il y a le droit et lui, il n'a pas le droit. Voilà. Donc demain, cette question-là, la réponse, c'est le pôle public du médicament. Il faut casser cet oligopole privé. Les oligopoles, par définition, et je vais me faire peut-être reprendre par l'économiste à côté de moi, sont dans des positions de quasi-trust qui leur permet d'imposer absolument toutes leurs conditions. Et aujourd'hui, si on veut casser ça, ils veulent de la concurrence. On va leur donner de la concurrence, mais elle sera publique et elle sera en capacité de gérer non seulement la production, mais aussi la recherche et la distribution, non pas point par point, mais la distribution globale, d'avoir une réserve stratégique du médicament et de ne plus subir les politiques de prix que ces oligopoles privés veulent nous faire subir. Voilà, merci beaucoup. Tu veux dire un mot ? C'est un sujet que je connais très bien, le médicament. J'ai travaillé beaucoup dessus. C'est un tout petit peu plus compliqué parce que la question, pas tellement la question de l'oligopole, c'est la question du brevet. Et le brevet, c'est ça la question. La question, c'est le brevet. Le brevet sur les médicaments, il est mondial. Les accords ont été signés dans le cadre de l'OMC, etc. On a vu tous les débats sur et toute la question du brevet sur le vaccin Covid. Et donc, ce n'est pas tellement la question des oligopoles, c'est plus la question du brevet et de comment les États réagissent ou utilisent ce qu'on appelle les facilités des accords de l'OMC pour produire des médicaments, même s'il y a un brevet. Si on est sur des médicaments génériques, il n'y a aucun problème. On peut très bien créer un pôle du médicament, et ça serait très utile, parce que ça réglerait la question des pénuries, qui est une question extrêmement importante. Donc on peut créer un pôle public du médicament, et moi j'y suis hyper favorable. Mais ce pôle public du médicament, il pourra facilement produire des médicaments génériques qui sont très utiles et pour certains essentiels. Je ne suis pas médecin, mais je pense que vous êtes d'accord. En revanche, pour les médicaments sous brevet, la question est beaucoup plus complexe et il y a des possibilités, mais il faudra un vrai courage politique. Enfin, je ne veux pas monopoliser, mais voilà. Oui, mais... Ouais, effectivement, quand on parle de pôle public du médicament, en réalité, c'est la première pierre d'un pôle public des industries de santé. Voilà. On va passer aux questions et aux échanges avec vous, si vous voulez bien. Je vais vous demander de vous lever et de prendre le micro qu'on va essayer de faire tourner, mais voilà, que tout le monde puisse vous voir et vous entendre. Parler fort. Test, mais c'est bon. C'est moi qui ai ce rôle de... non, je veux bien, mais je voudrais frustrer personne. Et je crois que madame, vous avez été la première à lever la main, mais bon. Oui, moi j'avais 2 petites questions à poser. Ça marche. 2 questions à poser et puis un commentaire à faire. Je voulais savoir au sein de Médecins du Monde... est-ce que vous avez constaté parmi les exilés que vous hospitalisez parce qu'ils ont besoin de soins, est-ce que vous avez constaté des problèmes d'expulsion
puisque c'est essentiellement des exilés. Et puis les centres de santé, je voulais savoir si vous aviez une partie sur la psychiatrie. Est-ce que vous touchez les gens en psychiatrie? Et le commentaire général, moi je trouve que ce n'est pas assez incisif sur le fait que la santé n'est pas un marché. Voilà. Et que on commence. Moi, je suis une profession de santé. Hein. J'ai fait mes études en 80, j'ai travaillé à l'hôpital, en libéral, en humanitaire, etc. Donc, j'ai fait un petit peu tout. Ma santé à moi est importante aussi. Et je ne peux soigner les gens correctement que si je suis en bonne santé. Donc, si je suis obligée de courir après l'acte, de voir quel acte, compter mes kilomètres, faire ci, faire ça, devenir une Madame Camembert, parce que c'est ça, les gestionnaires de la santé à l'heure actuelle, c'est des camemberts. Ils sont en train de faire tant de pourcents pour ça, tant de pourcents pour ça. Alors que la personne qui est en face a besoin d'être soignée, point. Et donc, on cherche les moyens à mettre pour la soigner. Que ce soit ce qu'il a besoin, quoi. Voilà. Je ne sais pas. Vous êtes le plus près. Bonsoir, Cédric, la Léchère. Pour ceux qui ne connaissent pas où est la Léchère, c'est la patrie d'Ambroise Croizat. Le fondateur, c'est là où est né Ambroise Croizat, c'est le fondateur de la sécurité sociale, ou en tout cas le grand artisan de la sécurité sociale sous De Gaulle, et qui est côté communiste. Pour le coup, moi je suis infirmier libéral là-bas, et effectivement, la désertification médicale est très prégnant. Mais là, on n'a pas posé la question de qui gère, et sur lequel, qui est un point hyper important, c'est les ARS. Les agences régionales de santé, qui n'ont juste le nom en fait. Parce que, pour vous donner un peu mon expérience, c'est qu'on est en train de créer là-bas une CPTS, c'est un groupement de professionnels de santé d'un territoire, parce que tout le monde a laissé partir les services publics, et là tu as raison, c'est vraiment les services publics qui sont la pierre angulaire de cette histoire, mais du coup il n'y a plus rien, et on se retrouve avec une ARS qui nous demande de faire des CPTS. Bon, ok, très bien. On se substitue à l'État pendant qu'on s'organise en tant que professionnel de terrain. Allô, allô. Ah oui, voilà. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Ouais, les ARS, donc les CPTS. Donc on s'est réunis. CPTS, alors le... Du coup, voilà, donc ça fait reporter sur l'ensemble des praticiens de santé, l'organisation de la santé sur le territoire. Mais est-ce là notre rôle, nous, en tant que praticiens de santé, déjà pas mal pris par le fait que les urgences sont saturées et qu'il n'y a pas de médecin qui se déplace à domicile. Et du coup, voilà, bon, ça c'est une question. Et d'autre part, donc l'Agence régionale de santé nous a réunis un peu comme ici et nous a posé la question à nous, professionnels de santé, comment on voyait les choses, parce qu'ils nous faisaient confiance sur l'idée que tel était de faire remonter nos besoins, parce qu'ils ne connaissaient rien à ce que l'on faisait. Alors là, ça m'a posé un peu un tilt quand même dans la tête, parce que agence régionale de santé, dans agence régionale, il y a santé. Et donc c'est à eux d'organiser
l'offre de santé, en tout cas l'accès aux soins surtout, plutôt que l'offre, l'accès aux soins. Et du coup, là, ça me pose une sévère question sur sur les gens qui sont à la tête là-haut et qui ont été formés pour organiser la santé et qui en fait connaissent même pas notre métier. Ils sont, comme tu dis, des gestionnaires de camembert. Et ça, je l'ai aussi vu parce que j'ai aussi fait parallèlement un master pas loin d'ici en organisation d'EHPAD et pour la personne âgée. Et alors là, c'est flagrant. Le directeur d'EHPAD, il peut être le plus humaniste du monde de tout ce qu'il veut. Il est obligé d'aller négocier, pleurer des subventions avec l'ONDAM et compagnie pour avoir des protections pour ses résidents, pour avoir de la nourriture décente. Et autant vous dire qu'on en est loin. Et tout ça parce qu'il faut qu'on rentre dans des coûts limités liés à des camemberts, parce que les grands pensants de l'école de Rennes ont dit qu'il fallait faire comme si, et il ne faut pas dépasser ces taux, et ce qui devient assez insupportable. Et pour le coup, on a un vrai problème avec cette ARS qui, à mon avis, il faudrait supprimer. Et d'autre part, on a aussi la responsabilité de tous, en tant que praticiens de santé, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers. Nous, les infirmiers, on a un devoir de 5 ans. À l'époque, on avait 5 ans à devoir à l'hôpital public. Pourquoi pas, je sais que ça va faire hurler certains, mais pourquoi pas l'imposer aussi à certains jeunes praticiens, notamment des médecins, à voir sur les territoires si ils ne peuvent pas donner 3 ans de leur vie ou 2 ans de leur vie sur un territoire désertifié comme sur la Léchère, où quand même on a 7000 habitants, on a 6 médecins, dont une qui va partir à la retraite. Ils sont déjà saturés, ils ne peuvent même pas prendre des nouveaux patients. On est obligé d'aller faire 20-30 km pour aller voir un nouveau praticien, ce qui veut bien nous prendre. On va faire d'abord une série de réponses et puis Oui, merci. Alors, vous avez posé une question autour de migration, expulsion. Je vais vous donner une réponse. Je ne sais pas si ce sera une réponse à votre question. Je vais rebondir sur l'aspect encampement. Les personnes qui vivent, je ne sais pas si c'était le sens de votre question, mais les personnes qui vivent à la rue, les personnes qui vivent en campement, beaucoup dans le nord-est parisien, sur leur nord littoral, j'en parlais. Et ces personnes-là sont véritablement prises dans un étau. Il n'y a pas assez de places d'hébergement. Pas de mise à l'abri, souvent impossible, ou alors elles sont très tardives, et en même temps elles subissent des expulsions incessantes, des évacuations incessantes, un harcèlement même policier, pour ne pas, dès qu'elles dans le nord-est parisien, si elles se rapprochent de Paris, si elles veulent dormir, si elles sont 4-5, elles sont immédiatement dérangées et par la police. C'est une situation très compliquée, et ça pose aussi des problèmes aussi en termes d'accès aux soins et de suivi. Le fait est qu'elles sont immédiatement évacuées, expulsées. Et vous le savez, dans le nord... Non, là, moi je parle vraiment de l'expulsion au sens évacuation d'un campement. Donc c'est un peu... ma réponse est un petit peu différente. Et dans le nord littoral, vous avez une politique qui est mise en place, c'est la politique de 0 point de fixation, mise en place par le ministère de l'Intérieur, et qui évacue dès qu'il y a un campement qui se met en place. Je vais revenir en 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez, Place de la République, ce qui s'est passé. L'organisation Utopia 56, en lien avec Médecins du Monde, on a installé des nombreuses tentes Place de la République pour montrer que la mise à l'abri qui avait eu lieu d'un grand campement au niveau du Stade de France n'avait pas été complet, et il restait 600 à 700 personnes à la rue. Il y a eu cette évacuation qui avait été très médiatique et surtout très, très violente. Et le soir même, il y a aussi Rémi Buisine, vous vous souvenez, qui était là et qui avait interrogé le président de la République, je crois, 2-3 semaines après. Et ses premières questions avaient été posées sur cette question de la place de la République. Et Emmanuel Macron avait répondu en posant le principe qu'il ne devait pas avoir d'évacuation sans solution d'hébergement. Voilà. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Ça n'a jamais été appliqué, et on est toujours dans ce cercle vicieux d'expulsion, d'évacuation, et qui vient
à chaque fois un peu plus précariser les personnes. Par contre, il faut vous déplacer. Il y avait aussi une question sur les centres de santé. Normalement, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. La question va être vite répondue. Vous vouliez savoir s'il y avait des psychiatres ou de la psychiatrie dans les centres de santé. Il peut y avoir un psychiatre en tant que spécialiste qui travaille dans le centre de santé, mais ça n'est jamais l'équivalent d'un CMP ou d'une structure publique. Voilà. Il y a sûrement des centres de santé où il y en a plus que d'autres, mais quand même, c'est comme un spécialiste de ville, pas plus. Voilà. Il peut y avoir des psychologues aussi. Alors juste, je vais dire aussi un mot sur les ARS, puisque la question a été posée. Clairement, on est dans une problématique où les ARS ont été conçus de manière à être les bras armés du ministère de la Santé, et donc ils sont là pour faire appliquer les politiques dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une politique d'abord budgétaire, et puis c'est surtout par ce prisme-là qu'ils regardent les choses. Donc effectivement, dire qu'on est des professionnels camemberts, oui, de leur point de vue, on est des graphiques, on est des camemberts, et ça je suis complètement d'accord. Nous, si on arrive au pouvoir, déjà, on veut supprimer les ARS pour ces raisons, mais aussi pour des raisons d'échelle territoriale. La réalité du système de santé au niveau d'une région n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des disparités qui sont très importantes d'un département à l'autre et des disparités à l'intérieur des départements. Donc de ce point de vue-là, l'échelle départementale est nous paraît beaucoup plus efficace pour calibrer et organiser un système de santé qu'une échelle régionale qui ne correspond pas à des réalités de terrain. Donc ça, c'est la première chose. Donc supprimer les ARS, oui, mais pour faire quoi? Pour faire un système qui soit non pas descendant, c'est-à-dire le ministère, les ARS, et on applique sur le terrain ce qui a été décidé en haut, mais ascendant. On part d'unités territoriales de santé, on ne va pas réinventer la roue, il y a des CPTS qui sont en train de se mettre en place, il y a d'autres structures qui sont en train de se mettre en place, on s'appuie dessus, on y ajoute pas seulement les professionnels de santé, mais aussi les élus locaux, mais aussi la sécurité sociale, etc., etc., pour définir les besoins dans chaque territoire, qui remontent au niveau des unions départementales de santé, et le rôle du ministère, c'est de répondre à ces besoins, et pas d'imposer sa réalité aux professionnels de terrain. Voilà comment nous, on imagine les choses si on arrive au pouvoir pour changer le paradigme qui est aujourd'hui en place au niveau administratif. Oui, c'est largement... oui, bien sûr. Tout à fait. C'était déjà par département, mais là, vraiment, c'est la logique ascendante qui est importante. Oui. Alors... Oui, depuis le début, j'étais au fond, mais vous ne pouvez pas me voir parce que voilà, j'ai vu. Bon, alors, moi, il se trouve que je suis psychiatre et pédopsychiatre, donc c'est vrai, je fais le lien avec ce que vous disiez. Le problème, c'est qu'il n'y en a plus de paix, il n'y en a plus. Donc c'est un vrai problème, ça c'est un aspect. Pour revenir à ce que vous évoquiez, Pascal Lejeune, là, au niveau des infirmières, alors il n'y a pas longtemps, moi j'habite en Creuse, et il y a eu des tables rondes, parce qu'il y a eu une grosse manifestation d'étudiants en médecine qui étaient là, donc il y a eu des tables rondes pour justement sensibiliser les étudiants à la médecine rurale, ce qui était assez intéressant. Alors en effet, que disaient les étudiants? Ben nous on veut une vie à côté, enfin voilà, hein, d'accord. Mais ils nous racontaient aussi que les discours, il y avait des étudiants qui étaient à la fac de Reims, et le discours des profs, pour certains, c'était « si tu ne travailles pas bien, tu iras travailler en Creuse ». Voilà, un discours déjà discriminatif. Non, déjà discriminant. Bon. On a eu des retours d'expérience de jeunes médecins installés et des femmes installées, par exemple, sur ce qu'on appelle le plateau, là en Limousin, enfin bon, qui étaient enchantés de leur installation et le retour d'expérience et de l'organisation dans des maisons de santé. Alors par contre, entre les centres de santé et les maisons médicales, ce n'est pas tout à fait la même chose, d'accord. Par contre, en effet, le problème du paiement à l'acte des médecins, les médecins, le temps de coordination, jusque-là, n'était pas pris en compte. Avec ces maisons de santé, il y a donc un financement, théoriquement, pour ce temps de coordination qui faisait, on va dire, à perte, entre guillemets, puisqu'ils sont payés à l'acte. Donc ça, c'était nouveau. Par contre, il y a beaucoup de maisons médicales qui ont été ouvertes, mais ce sont des coquilles vides, parce qu'il n'y a pas les médecins. Donc c'est un vrai problème. Alors l'idée, en effet,
c'est de sensibiliser les jeunes médecins, non pas simplement à la médecine de ville, mais à la médecine rurale. Alors il y avait des idées intéressantes du style, les étudiants en médecine, ils aiment bien se retrouver le soir, de créer un internat rural. Voilà, bon, c'est des choses pas très compliquées à faire. Et donc, il y a quand même des maîtres de stage maintenant. Moi, j'ai connu la première année du numerus clausus. D'accord ? Ça veut dire qu'à l'époque, qu'est-ce qui se disait ? Pour réduire les dépenses de santé, on va réduire l'offre de soins. Si on réduit les médecins, il y aura moins de dépenses. Tout faux. Il y en a eu encore plus pour des raisons diverses. Il y a aussi toutes les pathologies environnementales. Donc, ce qui est intéressant dans l'avenir en commun, c'est le PNSE, le plan national de santé environnementale, avec toutes ces pathologies chroniques qui coûtent la peau des fesses et qui font péter le système de sécurité sociale. Après, il y a les fameuses mutuelles, mais c'est des parts de marché, mais énormes. Mais vraiment énorme, c'est des milliards et des milliards, forcément que ça intéresse le privé. Donc on est dans ces logiques partenariat public-privé. On pensait que Macron, au moment du confinement, avait redécouvert l'État-providence. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, le directeur de l'ARS, je ne sais plus, Alsace, on l'avait questionné là-dessus en disant mais ça va continuer, le partenariat public-privé. Il avait dit oui, il s'est fait virer. Bon, il avait dit que la vérité. Alors pour revenir aux infirmières, donc moi, il y a ces fameuses infirmières de pratique avancée que vous avez évoquées, qui semblent tout à fait intéressants pour les pathologies chroniques. Par exemple, quelqu'un qui a une pathologie chronique, des problèmes de tension, quand il va chez son médecin, qu'est-ce qu'il fait le médecin ? Il prend la tension, il discute, ça va, il renouvelle l'ordonnance. Attendez, si tout va bien, l'infirmière est en capacité de faire ça. Par contre, si elle détecte, ou si il détecte, il y a aussi des infirmiers, quelque chose d'anormal, il oriente vers le médecin. Alors ça semble être une idée intéressante pour soulager à la fois le travail du médecin et en plus les tâches administratives. Donc quand il y a les maisons de santé, il y a une organisation, c'est ce que disaient les jeunes médecins, qui étaient des femmes en plus, d'accord, puisqu'on a parlé de la féminisation des professions, qui disaient on a une organisation, on a un travail formidable, elle disait. Non mais vraiment, elle disait ça, une qualité relationnelle. Alors c'est sûr qu'elles sont les bienvenues, les patients les attendent, bien sûr. Et donc organisation avec des moyens au niveau secrétariat, au niveau relations avec les infirmiers, avec les kinés. Donc voilà, un vrai travail comme on l'évoque là. Alors je suis un peu étonné qu'on parle presque d'acte illégal de la médecine quand on est dans ces... Ça existe, ça, les infirmières de pratique avancée. Pour les surveillances de diabète, pour les surveillances comme ça. Nous, on a des infirmières dites azalées. Enfin, alors, attendez, je vais vous répondre tout de suite. Aujourd'hui, on a 47 infirmières de pratique avancée. Voilà. Vous croyez qu'ils vont résoudre tous les problèmes de santé à 47 infirmières de pratique avancée ? Déjà. C'est qu'un début. Non, mais c'est qu'un début. Mais je veux dire que nous, déjà... je ne sais plus de quoi vous parliez juste avant, sur les maisons de santé. Mais oui. Alors, les maisons de santé, nous, on fait des cabinets pluripraticiens avec médecins, infirmiers, kinés, orthophonistes, enfin bon, avec qui ça marche très bien parce que justement, on est en proximité, on travaille ensemble, on prend en charge nos patients ensemble et ça marche très bien. Oui, mais il y a un financement aussi pour les temps de coordination normalement. Une maison de santé, ça doit être ça. Si c'est juste une juxtaposition de professionnels, c'est pas une maison de santé. Moi, j'ai vu, par exemple, une maison de santé où ils ne faisaient pas le travail de coordination et ils se partageaient la subvention à la fin de l'année. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Bon. Okay. Logiquement, c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça. Mais quand je vous parlais d'exercice illégal de la profession, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai. Tant qu'on n'aura pas accepté de partager des compétences via des protocoles, par exemple, donc de mettre des protocoles en place, ça... Il y a du travail à faire avec les médecins, quoi. Mais on travaille avec les médecins. Oui, mais c'est pas gagné. On n'arrive pas loin là du terme, donc on va prendre une dernière question et la jeune fille. D'accord. 2 dernières questions, rapides s'il vous plaît, parce que sinon on va pas pouvoir vous répondre. C'était pas vraiment une question, ça va économiser la réponse. Ça marche plus ? Donc, non, je voulais juste dire que je nous trouve, effectivement, ça a été évoqué un petit peu par la camarade tout à l'heure, un petit peu en dessous du problème. C'est-à-dire qu'il y a dans beaucoup que ce soit sur la question de comment on fait les maisons de santé, de comment on organise le bordel un petit peu, comment on part au plus pressé. Alors, il faut parler au plus pressé. J'indique d'ailleurs, et je vous le transmettrai, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, qu'il y a eu un appel de syndicalistes médecins, dont certains sont très connus, pour 4 mesures d'urgence et 4 mesures de plus long terme. Je ne sais pas si tu n'es pas signataire d'ailleurs, je te l'avais dû te le faire passer. Et ça me paraît de nature à régler les problèmes d'accès aux soins de manière urgente. Toutes les mesures que j'ai entendues là, c'est des mesures dans
dans un monde où ça irait mieux. Là, j'indique que si vous remontez un petit peu avant d'arriver jusqu'à la Léchère, si vous remontez un peu la rivière, il y a l'Isère, il y a 9 services d'urgence. Actuellement, il y en a 6 qui sont fermés la nuit. Au centre 15, nous, c'est pas 3 quarts d'heure d'attente, c'est facilement 2h30, 3 heures. Et on fait faire aux patients 40 km pour aller trouver un médecin. Donc on est dans une telle situation. Voilà, donc 6 services d'urgence fermés après 20 heures dans le département de l'Isère sur 9. Et encore, il y a le CHU qui est encore un peu ouvert. Et c'est les 2 plus petits, dans un département d'1,5 million d'habitants. Je vais donner 3 chiffres et après je me tais. En 1973, on formait 50 000 étudiants en deuxième année. Il y en a 50 000 qui passaient en deuxième année, dans un pays de 47 millions. Aujourd'hui, on est à 10 000, dans un pays de 67 millions. Alors, les choses ne sont pas comparables comme ça, mais ça donne quand même une petite idée. 10 000. On a augmenté la productivité des médecins maintenant, ça va plus vite. On a un peu diminué leur temps de travail, comme tu l'as évoqué. Mais ça vous donne une idée, c'est une volonté. Depuis 1945, on a eu la volonté. Alors moi, je ne suis pas trop d'accord sur l'appréciation sur la création de la Sécu, ça remonte un peu avant, mais en tout cas, cette Sécu, c'est chacun reçoit selon ses besoins et chacun donne selon ses moyens. Et sur le chacun donne selon ses moyens, on est très très loin du compte là. Et sur le chacun reçoit selon ses besoins, vous avez évoqué, je ne reviens pas. Mais ça, c'est par rapport à toute la discussion qu'on a eue, il me semble que le premier truc à faire, et je pense que je te rejoins, et je rejoins aussi le camarade sur les ARS et tout ça, le premier truc à faire, et on ne le dit pas, c'est de dégager les 20 lois depuis 1995 qui ont été pondues. C'est le premier truc à faire. Et tu reviens, dégage. Mais on ne le dit pas, ça. Je veux dire, la directive 92 de l'Europe, 92 CEE 49, c'est privatisation des systèmes de santé. Mise en concurrence dans les États membres et tout ça. 96, on l'a appliqué avec le plan Juppé. Et il y a toutes les mesures qui sont en ce moment qui s'appliquent. Elles sont déjà écrites dans les 3 ordonnances Juppé. Donc si on ne parle pas de ça, on va se prendre les pieds dans le tapis. Et je pense que là, on est dans une organisation politique. On n'est pas en train de faire fonctionner un système de santé vérolé de A jusqu'à W. Parce qu'il y a encore des trucs qu'on fait bien. Et je conclurai justement, juste sur cette phrase sur l'accès aux soins, parce que tu as dit 6 millions de... C'est pas 6 millions, hein, 6 millions c'est en Ile-de-France. En France, c'est 12 millions. Quand on est sorti, comme les dames de l'hôpital, comme dit la chanson, sur les ronds-points des Gilets jaunes, on a vu que tous les gens qui ne viennent plus à l'hosto. Et donc, on peut pas, je ne peux pas passer une conférence sur les déserts médicaux en discutaillant sur le système de la clé de répartition, capitation ou à l'acte, tout ça, tu vois. On n'en est pas là. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Et la Creuse a fait partie des 3 départements pour les missions Juppé, pour les coupes sombres dans les budgets à l'hôpital. Le dernier truc que je voulais dire, une anecdote, parce que... On a presque fini le temps de parole. Oui, mais quand on m'a dit la Creuse, tout ça, j'avais été reçu par Bernard Kouchner en 2001, soi-même. On lui avait dit avec une délégation de syndicalistes, si tu veux régler le problème, double le numerus clausus à Limoges, double à Poitiers, double à Tours, et c'est bon. Et le plus grand désert médical reste Paris quand même. Tout à fait. Merci. Désolée, mais ça fait aussi un moment que je lève la main. J'avais juste une remarque sur les ARS parce que je suis attachée parlementaire d'une de nos députées et on a fait une visite dans un hôpital de proximité l'autre jour qui est à limitrophe de 3 départements et 2 régions. Et en fait, voilà, c'est une aberration parce qu'ils reçoivent des sous que de un seul département, une seule région, alors que les 2 tiers de leurs patients viennent de la région d'à côté. Bref, j'avais une question sur, vous avez parlé, madame, de mesures incitatives et coercitives à l'installation des infirmières. C'est quoi? Comment vous faites pour qu'il n'y ait pas de désert infirmier? Et est-ce qu'on peut appliquer ça aux médecins? Et j'avais une question aussi pour la dame d'à côté, je suis désolée, je n'ai pas retenu votre nom. Si, madame Pénicaud, comme notre chère ministre, pardon. C'est sur les 2 expérimentations, j'ai pas compris de quoi il s'agissait. Voilà. Alors, très rapidement, ça va être très rapide. Ça a été lors de négociations conventionnelles où on a mis en place un zonage au niveau des infirmiers libéraux. Et donc les mesures incitatives, c'est justement dans les zones très sous-dotées en infirmiers, c'est d'avoir des aides financières pour s'installer. Voilà. Et dans les mesures coercitives, elles sont claires. Dans les zones surdotées en infirmiers, c'est un départ, une arrivée.
interdit de s'installer dans des régions surdotées s'il n'y a pas un départ d'une infirmière. En infirmier, on en avait clairement, et on avait une mauvaise répartition. Et voilà. Bien, je peux répondre. D'abord, je vais juste faire une remarque. J'ai entendu plusieurs fois que c'est parce que la féminisation de la profession voilà, qu'il y a des problèmes de déserts médicaux. Non, les hommes et les femmes, enfin ceux que j'ai rencontrés, demandent les mêmes choses en termes de nouvelles manières de voir le travail. Et c'est vraiment important. Les jeunes sont vraiment très, très axés là-dessus. Il n'y a que les médecins les plus âgés pour qui il y a une différence. Voilà, donc il faut arrêter d'avoir des a priori, c'est important. Je dis ça en tant que femme. Bien, est-ce que je peux parler? Non, parce que, attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Donc, on m'a demandé de repréciser les expérimentations. Donc, financement à la capitation, c'est une expérimentation du principe de la rémunération forfaitaire collective des professionnels de santé. C'est-à-dire qu'on va rémunérer le centre de santé en fonction du nombre de patients pris en charge. Par exemple, combien de patients médecins traitants en ALD, combien de patients médecins traitants enfants, combien de patients médecins traitants de tel âge, enfin personnes âgées, etc., en fonction même des types de pathologies. Et il va y avoir une rémunération qui va tomber pour les centres proportionnelle au nombre de patients. Et pas du tout à l'acte. Il n'y aura plus de financement du tout à l'acte. Donc voilà, c'est à l'essai. En ce moment, ils comparent les 2 modes de rémunération et ils sont en train de remarquer que ça permet d'avoir des financements, permettent d'embaucher des psychologues, embaucher des diététiciennes et des professions non rémunérées, de faire un peu plus de social. Et finalement, et puis des infirmières azalées qui sont en ce moment plutôt sous-payées, des infirmières, et de faire avancer le schmilblick, c'est-à-dire que les patients sont mieux pris en charge pour moins cher. Et surtout mieux, c'est ça la qualité. Donc voilà, ça marche. Et le deuxième, c'était la médiation en santé, les centres de santé participatifs, c'est-à-dire qu'il y a des centres de santé qui sont vraiment orientés sur la prise en charge des gens qui sont précaires ou sans papier. Et donc là, il faut les financer autrement puisqu'ils n'ont pas de papier. Donc pas de consultation, même pas d'AME. Donc voilà, il faut c'est un statut différent et voir si ça a un intérêt. Donc il y a quelques centres de santé comme ça en France et même les centres de santé classiques, disons, peuvent se déclarer centres de santé participatifs avec des financements particuliers pour développer cette activité. À vous, monsieur. Voilà. Oui, je veux parler d'un problème qu'on n'a pas du tout évoqué là, ce soir. C'est les soins à domicile, c'est-à-dire par des personnes qui s'occupent de leur famille. On ne s'en est pas du tout préoccupé. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui est prévu au niveau du programme de LFI ou autre à ce sujet. Comment on peut aider les gens à domicile, outre les aides qu'ils peuvent avoir dans le cadre des infirmières à domicile, etc. Comment on peut faire pour les aider? Parce que c'est un travail colossal. Quand vous avez à vous occuper de ces gens, quand ils sont handicapés, c'est terrible. Alors pour répondre rapidement sur cette question, effectivement dans le programme L'Avenir en commun, il est prévu de reconnaître le statut d'aidant qui, comme vous le dites, est un véritable travail puisque c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Parfois on y laisse ses lombaires. Et donc ce statut doit amener aussi à une rémunération. Voilà, donc à partir du moment où on reconnaît ce statut d'aidant, on peut débloquer ça, on peut débloquer la rémunération et on peut réorganiser le système de prise en charge de la dépendance, pas seulement dans les structures d'EHPAD qu'il faudra développer, les EHPAD publics, mais aussi vers ces statuts d'aidant et les reconnaître. Ça, c'est une première chose. Rapidement, pour revenir, tout à l'heure, on parlait un peu des hôpitaux de proximité. C'est vrai que là, on n'en a pas trop parlé. Puis, il y a une conf demain sur l'hôpital que je vous encourage à voir, qui a lieu à 13h30 ici. Clairement, dans la problématique des inégalités d'accès aux soins, on ne peut pas occulter la dimension des hôpitaux de proximité, des services d'urgence, des maternités qu'on est en train de fermer partout. Parce que c'est quand même la porte d'entrée
qui restaient ouvertes quand on n'avait plus grand-chose à côté. Et aujourd'hui, on est dans des logiques de groupement hospitalier de territoire, ça c'est le terme des technos pour nous vendre une réalité abominable, c'est-à-dire qu'en réalité, on ferme le service d'urgence, on ferme la maternité du service de l'hôpital de proximité, on regroupe tout dans des superstructures qui sont de plus en plus grosses et qui dysfonctionnent parce que plus une machine est grosse et plus il y a de rouages qui peuvent s'enrayer, et on se retrouve avec des réalités, c'est que les gens font de plus en plus de kilomètres pour aller aux urgences, à la maternité, etc. Donc ça fait partie effectivement de la problématique d'inégalité d'accès aux soins et auquel on répondra de manière urgente parce qu'il y a un plan nécessaire pour tous les hôpitaux publics qui doit être mis en place de manière extrêmement rapide. Là, on est en train de voir le système s'effondrer, littéralement. C'est le thème de la conférence de demain, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on est en train de voir ce système s'effondrer. Il ne faut pas sous-estimer cette réalité. Et peut-être du coup une dernière chose par rapport au centre de santé, on en a parlé tout à l'heure, mais j'aimerais quand même redéfinir un peu notre idée. Ces centres de santé, dans notre idée, donc poussés par la puissance publique, financés par la sécurité sociale, doivent être des lieux de formation privilégiés. Et ça, c'est aussi un objectif d'avoir des médecins qui sont dans des réalités qu'ils ne connaissent pas, dans des milieux qu'ils ne connaissent pas. Si vous les enfermez dans les enceintes des hôpitaux qui sont dans les centres-villes des grandes villes, forcément, il ne faut pas vous attendre à ce qu'ils aillent vers des réalités qu'ils ne connaissent pas. Donc ça fait aussi partie des choses de créer ces centres de santé, de mettre de l'hébergement collectif, ce qu'on appelait les internats. Il faut qu'il y ait l'envie de vivre aussi. Voilà, on ne peut pas juste régler cette problématique d'inégalité d'accès aux soins avec des coups de baguette magique. Il faut qu'il y ait un réenchantement de tous les territoires qui sont aujourd'hui abandonnés. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au service public. On ne sortira de cette situation que si on redéploie la puissance publique sur tous les territoires nationaux. Voilà, merci beaucoup. On va arrêter là parce qu'on est un peu en retard. Désolé. Si vous voulez, on est disponible. Enfin, je ne sais pas pour les autres, mais moi je reste disponible si vous avez encore des questions, vous voulez discuter.